Pour cela, je vous renvoie à ce que vous avez écrit vous-même, le numéro 5 d'un des journaux, du 15 mai. Il y aurait eu un recrutement des ex-combattants. On n'en a vu aucun. Et je vous signale que nous sommes aujourd'hui à plus d'un mois que ça a duré cette histoire, même 2 mois. Et nous n'avons toujours rien. Le financement de la grève des enseignants qui aurait été fait par Maître Mbemba, aucun enseignant n'est venu nous dire ni confirmer cette baliverne et aucune preuve n'a été administrée à ce sujet. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites grâce à vous, les chevaliers de la plume. Vous nous aviez porté à notre connaissance certains faits, mais jusqu'à présent, malheureusement, on est obligé de dire qu'il y a fiasco total. Aucune démonstration positive. En ce qui concerne les torturés du commissariat, des commissariats et de la DGSP, la DGP et la DGST, qui ont embouché, contraint et forcé les thèses policières, se sont sans doute remémoré cette phrase d'un grand homme d'État qui avait été rappelé par un autre aussi grand homme d'État du Congo lors d'un procès qui faisait suite à une procédure qui avait été initiée par l'ancienne et défunte sécurité de l'État pour expliquer pourquoi il avait signé. Parce que là, nous sommes en train de voir pourquoi des gens conscients, des gens bien formés peuvent signer quelque chose qu'ils n'ont pas pensé et qu'ils n'ont pas dit. Alors cet homme d'État avait dit ceci. Et vous verrez qui a dit ces phrases. C'est un Congolais, lors de ce fameux procès organisé par la défense de sécurité d'État. On lui avait demandé, mais pourquoi avait-il signé à la sécurité d'État des propos qu'il désavoue à l'audience? Et cette personne, qui est une autorité congolaise, a donné cette réponse. Un grand homme d'État a dit: quand sur la route vous êtes en présence de bandits de grand chemin qui vous demandent votre bourse, donnez-leur ce qu'ils veulent. Sinon, vous allez perdre et la bourse et la vie. Cet homme qui nous a rappelé cette phrase d'un grand homme d'État, c'est ni plus ni moins que Claude Ernest Ndalaka, qui lui, de son temps déjà, avait dû dire des choses qu'il ne savait pas, mais qu'on lui avait dit de dire, qui avait dû dire, faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Et donc là, lorsqu'on lui a posé cette question, mais pourquoi avez-vous dit cela? Et il nous a donné cette citation qui est devenue historique. Un grand homme d'État a dit: quand sur la route vous êtes en présence des bandits de grand chemin qui vous demandent votre bourse, donnez-leur ce qu'ils veulent, sinon vous allez perdre et la bourse et la vie. Et c'est ce que les clients que nous avons en charge de défendre ont dû faire. Il a fallu dire ces choses, même les signer, alors qu'ils n'en pensaient pas moins, alors qu'ils ne sont pas responsables. Et dans le commissariat, comme ceux de Makelekele, Diata, Kotokoto 2, ou au commissariat central à la DGST, on est vraiment en face d'une situation évoquée comme ci-dessus. Pour la plupart des détenus, il fallait signer les PV de la police grâce, je l'ai dit entre guillemets, aux souffrances atroces de torture. Mais qu'est-ce que ça vaut? C'est pourquoi aujourd'hui, et même depuis la DGST, comme on l'a vu après à travers l'émission Point de presse de la chaîne MTV du 26 mai, les torturés ont commencé à remettre en cause toutes leurs déclarations comme ayant été obtenues par des procédés illégaux. C'est toujours vous, les chevaliers de la plume, qui le dites. Vous vous êtes rendu compte que les gens qui sont enfermés par-ci et par-là ont commencé à remettre en cause tout ce qu'ils avaient dit. Parce que cela ne relève pas de la vérité, mais plutôt
c'est par force qu'ils ont pu obtenir, et eux dire ce qu'ils ont dit, et les autres obtenir ces affaires. Et c'est la première fois d'ailleurs que l'on voit une procédure construite sur la base de multiples infractions, exactement comme la détention illégale d'armes, atteinte à la sûreté de l'État. Et, curieusement, lorsqu'on a ces infractions, il n'y a aucun scellé. Vous savez ce que c'est le scellé? Nous, en droit, lorsque nous plaidons, et qu'on dise par exemple, le mari a trucidé sa femme avec un couteau, mais le scellé, ça sera le couteau. On le présentera à la cour et au jury comme étant la preuve. Si on l'a tué avec une arme, on présentera l'arme, ce sera ça le scellé. Et dans le cas de cette affaire où il y a des armes, il y aurait 2 PMACA, on l'a cité quelque part, chez vous, on n'a jamais trouvé. Pire encore, 300 à 400 PMACA. Vous voyez ce qu'elles sont ces armes-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 2 mois, à perte de procès, on parle de ces choses, on n'en sait absolument rien. C'est donc pour cela que nous disons que ce dossier est inexistant et truffé d'irrégularités monstrueuses transmises au parquet en même temps que nos clients. Alors, nous demandons donc, parce que ce dossier ne repose sur rien du tout, parce qu'il est inexistant, nous demandons la mise en liberté immédiate et sans condition de tous ces gens. Qui finalement se pose la question, mais que font-ils à la maison d'arrêt? Et là, j'aimerais vous dire une anecdote qui m'a plu, façon de parler. Mais un de nos clients m'a dit, il est encore préférable que je sois à la maison d'arrêt que dans les geôles et dans les sous-sols de la sécurité d'État. Parce que ici, au moins, nous sommes libres. Vous vous rendez compte quelqu'un qui est à la maison d'arrêt qui dit qu'il est libre à la maison d'arrêt? C'est une phrase forte. Enfin, nous sommes obligés de voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'on nous a imposées, et pour vous expliquer exactement quelle est notre façon de voir les choses. Nous vous avons dit que ce dossier est inexistant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune base, aucun fondement juridique qui permette de dire qu'il y a eu ceci ou cela. Pourquoi? Parce que la police judiciaire, au terme de l'article 12, je n'aime pas trop les attestations de Bruxelles, je ne vais pas trop comprendre. Parlons simplement des faits, que vous comprenez très bien. La police judiciaire est sous la direction du procureur de la République. La police judiciaire, ce n'est pas le général qui commande en matière judiciaire, c'est le procureur de la République. C'est sous sa direction qu'elle agit. Et cette police judiciaire qui agit sous la direction du procureur de la République est sous la surveillance du procureur général, c'est-à-dire celui qui est au-dessus du procureur de la République, à la cour d'appel. C'est sous sa surveillance et sous le contrôle de la chambre judiciaire de la Cour suprême. Donc vous avez 3 institutions, le procureur de la Cour, le procureur général et la chambre judiciaire de la Cour suprême. C'est toutes ces institutions qui surveillent ce que font les OPJ, les officiers de police judiciaire, qui est chargé de constater les infractions à la loi pénale, de rassembler les preuves et de chercher éventuellement les auteurs. Qui a fait quoi? Ceci tant qu'aucune information n'est ouverte. C'est-à-dire que tant qu'un juge d'instruction n'est pas saisi, c'est le procureur qui, au travers des officiers de police judiciaire, cherche les preuves d'une infraction. Mais lorsque l'information est ouverte, quand on dit que le juge d'instruction va commencer à chercher quelque chose, cela nécessite des délégations et d'instructions et de déférer aux instructions de réquisition. C'est-à-dire que lorsque l'information est ouverte, c'est le magistrat instructeur qui, dans ses services,
commence à chercher la vérité. Le magistrat instructeur, c'est-à-dire le juge d'instruction, c'est l'une des institutions, car ça c'est une juridiction en elle-même. Le juge d'instruction c'est comme un tribunal. Lui-même, il a les pouvoirs d'un tribunal, une juridiction. C'est un juge qui a le pouvoir de décerner des mandats. Seul le juge d'instruction décerne des mandats. Il y en a plusieurs, vous ne les citerez pas. Mais ici, il est question de parler du mandat de dépôt. Pourquoi nous allons parler du mandat de dépôt? C'est parce que c'est à partir de cet acte-là que nos clients sont aujourd'hui à la maison d'arrêt. Mais qui applique le mandat de dépôt que seul ne peut prendre que le juge d'instruction? Ou alors, le tribunal, lorsqu'il dit, voilà, je décerne le mandat de dépôt, le tribunal aussi peut le faire. Donc, le tribunal, ou surtout le juge d'instruction. C'est pour cela qu'on dit que le juge d'instruction, c'est l'homme le plus puissant du Congo. Car lui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut vous placer en détention, il peut vous en sortir. Mais pas le procureur. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Mais on aurait eu deux juges les plus puissants du Congo. Le parquetier, qui est le procureur de la République, et le juge d'instruction. Non, il n'y a seul que le juge d'instruction qui peut décerner des mandats. Il peut dire, allez me chercher monsieur Intel à tel endroit. C'est le mandat d'amener. Vous y allez. Parce que le juge a dit qu'il faut que vous soyez devant lui à telle heure, tel jour et à telle date. Donc voilà. Et le mandat de dépôt, suivant ce que nous appelons nous les juristes, c'est un lexique. Voici ce qu'on nous dit sur le mandat de dépôt. C'est l'ordre donné au surveillant chef, ou le directeur de la maison d'arrêt, d'une maison d'arrêt par un magistrat instructeur ou par une juridiction pénale de recevoir ou de détenir un inculpé ou un prévenu. Ce qui veut dire quoi? C'est que le magistrat instructeur, lorsqu'il a été saisi de ce dossier, nous l'avions dit, et M. Bâtonnier l'avait dit aussi, il a immédiatement remis son bébé, entre guillemets, à M. le procureur de la République, pour qu'il en fasse ce qu'il veut. Et curieusement, M. le procureur, qui n'a pas le droit à placer le client en détention, alors qu'il n'en a pas le droit. Ce sont les textes légaux. Le procureur connaît les textes légaux comme nous. Il a placé des gens alors que ce n'est pas à lui de les placer en détention. C'est le juge d'instruction qui place les gens en détention, pas le procureur. Lui, il fait des poursuites. Il a des OPJ avec lui. Il fait des recherches. Et quand il trouve, il les amène au magistrat instructeur qui est l'homme le plus puissant du Congo. Et comment se fait-il que lorsque le magistrat instructeur, lorsque nous l'avons vu avec le bâtonnier Malonga, qui nous dit que j'ai renvoyé entre guillemets l'eau et le bébé à monsieur le procureur, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas jeté l'eau par la fenêtre et le bébé, non. Il a pris le bébé et à la maison d'arrêt. De quel droit? De quel droit? Voilà les questions qui se posent. Et lorsque nous sommes toujours avec le bâtonnier Malonga, nous sommes allés par devers lui. D'abord, il ne nous a pas regardé. Il ne nous a même pas dit un seul mot. Ce que nous apprendrons plus tard dans la même journée, c'est que le dossier, la procédure, est sorti de l'autre côté de la porte et est monté au procureur général. Que nous avons vu plus tard, lequel nous dira, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ce dossier? Je ne suis pas compétent. Que dit la loi? La loi prescrit qu'au juge, le juge d'instruction doit saisir la chambre judiciaire pour qu'on puisse voir si oui ou non les clients que nous avions relèvent de telle ou telle juridiction. C'est sur saisine du procureur de la République et non du procureur général après la cour d'appel. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bébé et tout, il a rendu le dossier à qui de droit? Ce n'est pas à moi. Et nous apprendrons incidemment qu'il y aura donc un deuxième dossier, mais cela vous sera parlé par mon excellent confrère maître Lambert. Donc voilà le problème. On se retrouve avec un mandat de dépôt qui est pris par le parquetier. On ne sait pas pourquoi.
alors qu'il n'en a pas le droit. Nous nous retrouvons avec des clients qui sont embastillés et qui sont là à la maison d'arrêt contre leur gré, mais qui trouvent quand même que c'est mieux que dans les geôles et dans les sous-sols de la sécurité d'État, enfin la DGST. Et voilà la problématique qui se pose maintenant. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà des gens qui sont là sous mandat de justice, mais ce mandat de justice qui n'est pas probant, ce mandat de justice qui est complètement bancal, et voilà des avocats qui sont là pour essayer de sauver des gens qui en principe ne devaient pas l'être, qui sont sauvés par la loi elle-même. Parce que la sécurité, les services de la DGST n'ont pas le droit de faire ce qu'ils ont fait. Et que le parquetier n'avait pas non plus le droit de faire ce qu'il a fait. Donc nous allons de bourde en bourde, de bêtise en bêtise, dans un dossier dans lequel il y a la règle juridique qui s'impose à tous. Alors on ne comprend pas pourquoi cela est fait. Mais nous comprenons au moins une chose, c'est qu'effectivement, on ne sait plus par quel bout prendre ce dossier, mais nous resterons toujours vigilants. Et donc nous dirons, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire que sont le lieutenant-colonel, le colonel plutôt, Mbamou et les autres, nous disons que nous ne pouvons être que vigilants. Parce que nous ne pouvons pas permettre que cela se fasse avec des méthodes de western, que chacun vienne tirer sur la foule et s'en aille. Non, ça ne sera pas comme ça. Il faut respecter la loi, rien que la loi, toujours la loi. Et cela, ça sera toujours notre leitmotiv de dire rien que la loi, toujours la loi. Et si vous nous permettez, nous allons dire encore une chose, avant que je ne passe la parole à Maître Ganga. Pour ce qui concerne les OPJ, nous avons l'article 608. L'article 608, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vous permettrai la seule lecture que je ferai dans le dossier. L'article 608 nous dit ceci. Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible, dans la circonscription où il est territorialement compétent, or, ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisit de l'affaire présente sans délai requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement des juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. La chambre judiciaire se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue. Et les dispositions de l'article 62 sont applicables. C'est-à-dire, dans la mesure où il y a des OPJ dans cette affaire, il faut, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs le juge sous la pression, mais seulement il s'est trompé de porte, il est allé devant le procureur général qui lui a renvoyé le bébé. Il faut envoyer le dossier donc à la chambre judiciaire de la Cour suprême qui, elle, pourra effectivement déterminer quelle est la juridiction compétente. Et jusque-là, nous sommes donc dans le domaine du no man's land. Il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de droit, il n'y a rien, c'est la zone. On se prend pour Dieu, pour refaire le monde et pour refaire la justice comme on veut. Mais seulement, voilà, c'est que la justice obéit à des règles. Et ces règles sont contenues dans le code du débat que le ministre Jean-Martin Demba avait eu la gentillesse de nous laisser et qui nous laisse, ça s'appelle le code du débat, enfin, je l'appelle le code du débat, parce que c'est lui, nous le devons à lui. Et dans ce code du débat, il y a toutes les législations, toute la loi, des décrets et arrêtés dedans. Et nous ne pouvons pas faire table rase de ce code tant que nous, les juristes, nous sommes là. Tant que vous, les journalistes, le quatrième pouvoir, comme vous le dites vous-même, vous êtes là. Nous, comme je l'ai toujours dit, et je terminerai là, nous ne sommes pas le pouvoir. Nous sommes simplement le rempart. Nous sommes là pour que les libertés ne tombent pas. Si nous nous flanchons, les libertés tombent, et si elles tombent, vous tombez. Et mes confrères, ceux qui m'ont précédé, qui nous ont traduit l'émotion dans ce dossier, notamment à partir de l'exposé de mon excellent confrère Maître Mabouya. Mais que dire d'autre? Sinon déjà rappeler que
à un grand auteur, on posait la question de savoir qu'est-ce que le droit. Et cet auteur répondra assez simplement en disant que je suis en train de sécher devant ma feuille comme un étudiant de première année ne sachant définir ce que c'est que le droit, mais il sait au moins définir ce que c'est qu'un État sans droit. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Un État sans droit, alors qu'on proclame partout. Et nous avons des textes pour instituer cet État de droit. Messieurs les journalistes, chers invités, il y a dans ce qu'on est en train de vivre dans l'affaire Mbemba un point fondamental. C'est que finalement, il apparaît que dans ce système, il y a une gêne atavique à ne jamais recourir au droit. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils ont vécu dans la vie. Et après, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Pratiquement, les armes, on n'en parle plus. L'argent qui était prévu pour pouvoir alimenter ce complot-là et qui était de 250 millions est passé désormais à 300 millions. Mais ce n'est plus pour agiter les enseignants. Parce qu'au départ, rappelez-vous, il y avait des enseignants. Maintenant, c'est pour donner aux partenaires militaires. Donc, on va distribuer cet argent-là chez les militaires. Mais ni argent, ni armes, on ne trouve nulle part. C'est-à-dire qu'on ne nous apporte même pas la preuve que le compte du ministre Mbemba aurait reçu de l'argent, peut-être d'ailleurs, puisqu'on est dans la sécurité, dans la tête de la sécurité intérieure. Non, on ne rapporte pas la preuve de là où on aurait trouvé de l'argent. Mais en réalité, ils sont désormais à la recherche de ce militaire. Pouvait-on penser que ça serait le colonel Bangou? Mais le colonel Bangou n'est pas militaire, c'est un policier. Est-ce qu'un policier peut aller dans les casernes, aller sortir les engins? Comment il passerait? Et donc, là, ils n'ont personne. Les généraux, les guerres au bara, ils recherchent activement. Il faut trouver, et donc certainement, si nos prévenus là n'étaient pas sortis, on aurait maintenant posé la question de savoir, trouvez-nous un général. À la limite, on aurait conseillé à nos prévenus de citer Biengue au bara comme le général en question, comme les généraux en question. Parce que c'est eux à qui on aurait remis de l'argent pour faire le coup. Et oui, ce serait bienvenu. Donc, ce tract-là, aujourd'hui, c'est un deuxième dossier. Alors la question. Mais ce deuxième dossier viendrait se superposer sur le premier qui n'existe pas. Mais si le premier n'existe pas, mais le deuxième ne peut pas exister. Et ce qui est curieux, c'est que dans le deuxième, on prend les mêmes personnes et on recommence. Enfin, on aurait pu changer d'acteur? Non. Les premiers dont on a lâché sur un certain nombre de points, on les reprend pour leur donner encore un autre rôle. Non. Et aujourd'hui, ce qui est symptomatique, je crois que ça ne vous a pas échappé, on dit désormais que pour ce coup d'État-là, le président serait Mouton. Ah, le président serait Mouton, il est Mouton, le médiateur. Vous voyez, vous souriez. J'aurais pu vous poser la question de savoir pourquoi vous souriez. Mais parce que vous voyez bien que vraiment c'est invraisemblable. Le médiateur Hilaire Mouton a rempli des fonctions importantes. Mais enfin, quand même, peut-on aller jusqu'à penser qu'il se serait passé, après tant de temps, il serait à l'origine d'un coup d'État? Enfin, je crois que même vous-même, vous voyez bien que ça ne passe pas. Et donc voilà comment tout le monde désormais, dans ce dossier, devient comploteur. Le médiateur de la République est comploteur.
Le président Jean-Martin Bemba, comploteur. Le directeur général de la police du Tour, comploteur. Nsuru, comploteur. Nzon, comploteur. Donc tout le monde est comploteur. Ça fait quand même. Donc on n'est qu'une république des comploteurs. Donc vous aussi, hein, y compris, hein, vous êtes des comploteurs. Enfin quand même. Non. On est tenté de voir le diable partout dans ce dossier. Et pour la première fois, il faut quand même qu'on se réjouisse quelque part, malgré tout ce que nous voyons. Pour la première fois, ils sont mis en difficulté. Et c'est le droit qui les met en difficulté. Parce que sur ce terrain-là, malheureusement, comme je l'ai dit, ils ont une gêne atavique. Ils n'aiment pas le droit. On ne peut pas faire autrement que ça. Et le code de Jean-Martin Bemba, oh, que de louanges pour ce code. Parce que d'aucuns pensaient même que le code de procédure judiciaire, mais c'est quoi? Ils connaissent peut-être la Bible, mais ils ne connaissent pas le code de procédure pénale. On ne peut pas continuer comme ça. Et donc, quelle est la situation de ces gens aujourd'hui? Il faut le dire, c'est devenu des otages finalement. Parce qu'ils sont là-bas sous la base, sous la foi d'aucun titre. C'est l'arbitraire. C'est l'État arbitraire ou l'État policier. On ne peut pas faire autrement que de clamer devant vous que ces gens-là doivent recouvrer immédiatement leur liberté. Ils doivent recouvrer immédiatement leur liberté. Et parce que l'avantage de la liberté, mes chers collègues, mes chers amis, c'est qu'elle n'a pas d'appartenance ethnique. Elle n'a pas de couleur, la liberté. Elle appartient à tout le monde. Et c'est un socle fondamental pour une société multicommunautaire. Ils doivent recouvrer leur liberté. Et c'est sur ces mots-là que je vais passer la parole à mon excellent confrère. Je vous remercie. Merci, très distingué confrère Maître Nganga, chevalier de la plume. Comprenez mon émotion. Après le spectacle combien scandaleux, à la lumière de ces images devant vous, en tant qu'homme, tous dans cette salle, nous devrions être révoltés, des indignés, comme l'enseignait feu l'excellent diplomate et brillant diplomate français Stéphane Hessel, d'heureuse mémoire. Il est co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 à New York, au moment où il était diplomate français à l'ambassade de France à New York, aux Nations Unies. Soyez indignés. Ce Congo vous appartient. Vous savez, si j'ai accepté de me joindre au collectif pour les intérêts de Maître Jean-Martin Bemba et des autres suppliciés, c'est parce que, avant tout, ils sont mes frères. Lorsque je sors de mon pays, on m'appelle Congolais. Lorsque vous sortez de ce Congo, on vous appelle Congolais. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes même un peuple. Deuxièmement, par vocation. Je dis bien par vocation parce que un philosophe grec, 4e siècle et demi avant Jésus-Christ, Protagoras, c'est son nom.
il dit, l'homme est la mesure de toutes choses. Ce qu'on fait à Maître Mbemba, l'acharnement sévère qui lui est administré, ce qu'on fait à tous mes frères ici, est inhumain. C'est pour cela que par vocation, je me joins à ce collectif pour que pareil traitement cesse. Mais je n'aimerais pas être livresque parce que l'heure est avancée. J'ai un texte que je vous mettrai à disposition, mais il souffrait que je fasse le grand oral qui sera court. Vous savez, les méthodes de la DGST rappellent le monopartisme sous le PCT. Vous vous rappelez le procès Marien Ngouabi, où il y a ce Congo a perdu, ce Congo a perdu des innocents. Il a fallu monter quelque chose, imaginer et inventer les auteurs. Pour que eux payent. Et que certains jouissent des attributs du pouvoir, parce que les honneurs du pouvoir, il y en a qui pensent que c'est au-dessus de Dieu. Et lorsqu'on a comme idéal se croire qu'on est Dieu parce qu'on exerce le pouvoir, les humains que nous sommes considérés comme de la vermine. On peut marcher sur nous, nous écraser. Mais il y a un temps. Vous connaissez dans cette affaire de Marien Ngouabi, on a créé et imaginé les auteurs, notamment Alphonse Massamba Deba et Pascal Lissouba. Aujourd'hui, ce que moi j'appelle les vrais ennemis de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, après avoir visé la déchéance de ce pouvoir, ils disent, mais si Sassou part, qui d'entre nous peut le remplacer? Dans leur schéma, ils disent, dans la famille présidentielle politique, celle qui a soutenu Sassou Nguesso aux élections, il y a des intelligences. Il faut les viser et les créer comme auteurs d'un bouleversement des institutions à venir ou présentes. Le bouleversement à venir ou immédiat des institutions présentes. Mais qui peut, dans la famille de la majorité présidentielle proche de Sassou, qui pouvons-nous créer comme auteur de ces bouleversements? Attention, il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Martin Mbemba, dont la notoriété internationale et la crédibilité sont incomparables dans la grande famille de cette majorité qui soutient Sassou Nguesso. Créons-le comme auteur d'un coup d'État. Mais
ces fossoyeurs de la quiétude nationale, ces fossoyeurs de la solidarité du peuple congolais, on les trouve à la DGST, à la DGP. Je terminerai mon propos en lançant un appel à son Excellence le Président Sassou. Mais l'heure n'est pas encore venue. Je voudrais attirer votre attention. Parce que vous êtes des journalistes et vous écrivez, vous êtes un quatrième pouvoir. L'agilité de votre plume est un atout pour la survie de ce Congo. Tenez au moins compte des actions concrètes menées ou réalisées par Jean-Martin Bemba dans ce pays. Plusieurs fois ministre depuis le gouvernement Milongo. A-t-il été au moins, dans sa gestion de tous ces départements, desservi la République? A-t-il été loyal au chef de gouvernement auquel il a appartenu? Ce brillant avocat congolais a été plusieurs fois ministre du Travail, numéro 2 du gouvernement Sassou, dans le gouvernement Milongo, ministre de la Justice, droits humains. Mais il a laissé des traces.